Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Comme deuxième émission, c'est la suite de la semaine dernière. Nous poursuivons avec l'histoire de Mme Martine Ayotte, abusée sexuellement plus de 1000 fois, et ce, à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. On veut remettre en garde en vous disant qu'à l'occasion, au cours de cette émission, il y aura un langage cru qui pourrait être difficile pour l'oreille. Alors, autant vous en avertir immédiatement. Madame Ayotte, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi encore une fois d'avoir accepté l'autre invitation parce qu'on ne pouvait pas faire cette émission, faire tout ce résumé-là dans une seule émission. C'était à peu près impossible. Donc, pour vous, bien, je sais que des fois, c'est un peu difficile, c'est dur. Alors, on vous remercie d'avoir accepté cette invitation-là. La semaine passée, on a terminé l'émission avec votre nouvel amoureux, Norbert, celui que vous avez épousé, qui est devenu le père de vos enfants. Si une question qu'il nous faut presque poser obligatoirement, c'est comment fait-on pour faire l'amour après tout ça et savoir vraiment ce que veut dire là, faire l'amour, mais avec un grand A? Comment on fait? C'est sûr que ça a été un apprivoisement que Norbert a dû faire avec moi parce que c'était pas évident les premières fois. Là, je disais, tu sais, rapidement, je pourrais dire j'avais l'air d'une planche à repasser bien plus que d'autres choses. C'est fais tes affaires, puis après ça, on parlera. Là, tu sais. Mais Norbert a été très, très patient. Il m'a lentement appris que ça pouvait être correct là, d'avoir des relations intéressantes. Là. Donc, quand on parle d'amour avec un grand A, là, on en a vraiment l'exemple, Madame Ayotte, parce que c'est sûr que ça n'a pas été facile pour vous, c'est certain, mais pour lui aussi, ça n'a pas dû être facile pour lui aussi. Alors là, il s'agissait d'être beaucoup plus tendre, il s'agissait d'être beaucoup plus amoureux pour vous sécuriser après tout ce que vous avez passé, pour dire, bien, regarde, moi, là, c'est pas, je veux pas, là, une paye avec ça, là, tu sais, je veux simplement te faire l'amour parce que je t'aime, puis je veux qu'on fonde un foyer. De sa part, c'est sûr qu'il y avait aussi un rôle très, très, très important à jouer. Oui, parce que c'est évident qu'au début, moi, je me voyais tellement comme une personne sale que c'est comme quand lui est arrivé dans ma vie, je comprenais pas pourquoi il s'intéressait à moi. Fait que j'avais l'impression que j'étais d'être redevable, que quelqu'un m'ait choisi, quelqu'un me choisit malgré ça. C'était pas possible dans mon monde à moi, tu sais, c'était impossible. C'était trop pour vous? C'était trop pour moi. Norbert était d'abord et avant tout un ami, puis l'amour s'est installé graduellement avec lui, avec la patience, parce que je pouvais pas concevoir qu'un homme tombe en amour d'une personne aussi sale que moi dans ma tête. Parce que pour vous, vous étiez encore sale. Oui, j'étais encore sale. Là, vous révélez tout ça à votre mère en présence d'un psychologue pour protéger votre enfant à ce moment-là. Alors, peu de temps après, il y eut séparation de vos parents. Est-ce qu'on peut dire que votre mère n'était pas au courant? Malgré ça, non. Vous persistez encore à dire que votre mère était au courant? Oui, elle était au courant. Peut-être que ça a été un moment qui a permis d'avoir le courage de quitter un homme, parce qu'elle l'aimait, je pense, cet homme-là. C'était difficile d'accepter. En fait, moi, j'appelle ça un peu... parfois, c'est difficile de voir les vraies affaires. On aime mieux croire que c'est pas arrivé tout en sachant que c'est arrivé. Ça, c'est vrai. C'est plus dans ce sens-là. Alors, à la suite de votre mariage, vous avez eu 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. C'était un peu difficile, par exemple, je crois. Oui, ça n'a pas été facile. C'est sûr que mettre les enfants au monde, pour moi, déjà, c'était une épreuve parce que j'avais très peur de mettre des enfants au monde qui subissent la même chose que j'avais vécue. J'étais une mère excessivement possessive. 2, j'avais peur de l'entourage. J'avais beaucoup de peur à surmonter par rapport à ces enfants-là. Et un manque de confiance totale. C'est sûr que mes enfants n'ont jamais vu l'agresseur. Ça, il en était hors de question qu'ils voient l'agresseur. Au départ, je voulais pas non plus qu'ils rencontrent les autres membres de ma famille. C'est mon conjoint qui me dit, bon, écoute, elle a fait un effort, elle s'est séparée. Mais c'était pas facile.
là, à force de travailler, il y avait votre emploi, il y avait la ferme que vous vous occupiez parce que votre conjoint travaillait à l'extérieur. Il y a un verdict qui est tombé, qui est une dépression majeure à ce moment-là. Alors, durant cette dépression-là, contrairement à plus jeune, vous ne vouliez plus mourir. Pourquoi? Mais ça, c'est particulier parce que, en fait, chaque personne va avoir une façon différente de fuir une problématique qu'elle vit. Il y en a qui vont s'en aller dans le drogue, il y en a qui vont s'en aller dans la prostitution, d'autres dans l'alcool, d'autres dans la surconsommation. Moi, je suis allée dans le surtravail. J'ai noyé mon passé. Vous avez noyé votre peine, votre passé à travailler. Exactement. J'ai noyé ma peine, mon passé. Une dépression majeure. Une dépression majeure, exactement. À ce moment-là. Dans vos épreuves les plus difficiles, vous dites que c'est affronter le jugement des autres. Oui. Ça n'a pas dû être facile. Non, ça n'a pas été facile parce que c'est sûr que chez nous, la démarche de vouloir dénoncer, c'était pas bien vu, là. Quand j'avais rencontré ma mère la première fois, quand j'étais enceinte de ma première, je commençais à parler d'une possibilité de dénoncer au criminel. Elle m'avait répondu, je serai jamais l'objet de ta vengeance. Ça l'a tenu le silence. Donc, le regard des autres, le jugement qu'on fait. Moi, j'avais peur que les gens me voient, mais après, comme quelqu'un de répugnant. À cause de ce que j'avais vécu. Moi, je portais une honte tellement grande que je me disais, ces gens-là voudront plus m'adresser la parole, ils vont voir que je suis une personne sale. Et après ça, c'était le jugement, la vengeance, elle veut juste se venger, puisque ma mère, elle pensait que c'était ça. Elle m'avait dit que c'était ça. Donc, le regard des autres, pour moi, était épeurant. À partir de ce moment-là, il est arrivé quelque chose qui est vraiment un élément essentiel, c'est que Joël, qui est l'ami de votre sœur, vous propose une thérapie de groupe dans les Laurentides. Ça, je pense que ça a vraiment été l'élément déclencheur. Oui, ça a été vraiment l'élément déclencheur parce que quand je suis arrivée là, je suis arrivée en résistance, c'est sûr. De toute façon, moi, j'étais rendue dans une impasse totale. C'était le noir partout. En fait, l'image que je donne, ils nous disent quand on fait une dépression qu'on descend dans un baril, puis quand on arrive au fond, on pogne le fond, puis on monte. Mais moi, j'avais nettement l'impression d'avoir un baril percé, puis que là, c'était la chute libre, là, mais vraiment la chute libre. Et quand Joël m'a proposé cette thérapie-là, et que là, on a commencé à travailler, le thérapeute nous avait demandé d'écrire des défauts qu'on n'aimait pas sur les autres. Et moi, j'avais marqué, entre autres, menteurs, tu sais, que je n'aimais pas les menteurs. Et finalement, il finit par me dire, c'est parce que tu es menteuse. Puis moi, il m'avait dit ça toute ma vie. Ah ben là, ça a été l'effondrement. Jusqu'à temps qu'il arrive à me faire comprendre, je ne dis pas que tu es menteuse, ton corps parle pour toi. On voit très bien que tout ce que tu dis est vrai. Mais tu te mens à toi-même à vouloir faire semblant que c'était pas arrivé. Et là... Ce sont des moments qui sont très, très difficiles. Mais suite à cette thérapie-là, ou à l'intérieur de cette thérapie-là, on vous a demandé d'écrire 3 lettres. Exactement. Vous avez écrit une lettre à votre mère, vous avez écrit une lettre à votre père et vous avez écrit une lettre à votre frère. On est en avril 2004. Si et vous à ma sœur aussi. Et à votre sœur, exactement. Alors, si vous me permettez, on va juste prendre un passage de la lettre que vous avez écrite à votre père. C'est au mois d'avril 2004. Et là, vous m'excuserez, il y a des passages qui sont un petit peu difficiles. « Je veux te rendre ce qui t'appartient, ta merde. J'ai décidé ce soir de reprendre mon pouvoir ainsi que ce qui m'appartenait et que tu m'as pris sans mon consentement, ma vie, mon autonomie, ma fierté, ma dignité et surtout mon enfance. Je veux récupérer la petite fille que tu m'as prise, la petite fille que tu as violée pendant de nombreuses années. » Et vous terminez en disant, « En ce qui me concerne, je deviens la petite fille d'un père qui n'est malheureusement pas toi. Toi, tu es mon géniteur et le cercle de la roue, je le romps pour moi, pour mes enfants et pour les générations à venir. Que Dieu protège toutes les petites filles que tu rencontres sur ta route. Bonne chance. Ton ex-petite-fille est la femme libre que je deviens ce soir. Je venais de m'enlever un grand poids sur les épaules. » Oui. C'est vraiment un énorme poids. Et cette lettre-là, parce que là, on ne l'a pas toute lue, là, c'est sûr, mais pour vous, là, vous veniez de sortir ce que vous aviez à l'intérieur depuis de nombreuses années. Vous avez dit, tiens,
je l'envoie. Oui. C'est cette lettre-là. Ça a été... c'est sûr que la lettre est longue. Elle est pas, on n'a lu qu'un extrait. Oui, on a lu juste un paragraphe. C'est sûr que cette lettre-là, c'était de rendre à l'agresseur ce qui y appartenait. Moi, j'ai toujours porté le poids. C'est comme si c'était moi qui avais fait ça. C'était moi la criminelle dans ma tête. Jusqu'à temps que là, en thérapie, je me rende compte, que je voulais vivre. Je voulais pas mourir. Je voulais arrêter de souffrir. Et que deux, je voulais rendre à l'agresseur ce qui lui appartenait. Ça a été le début de ma libération. Quand j'ai écrit cette lettre-là, j'avais pas encore l'intention d'aller au criminel. C'était pas dans mon idée. Ce n'était pas dans votre visée encore. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. C'était pas dans ma visée encore d'aller là. C'est sûr qu'en sortant de la thérapie, on se rend compte que écoute, là, il faut que je fasse quelque chose. Je suis en train de mourir. J'ai tout fait énormément. Oui, sûrement. On va passer, là, un vendredi saint, juste avant la fête de Pâques, vous étiez à la maison. Joël est avec vous, puis vous faites comprendre à vos enfants, en douceur, la triste réalité. Oui. Un grand sac à ordures est au milieu du salon. Vous jetiez dans le grand sac vos blessures et vos souffrances, représentées par des objets tels que ceinture, on en a déjà parlé, collier, cordes, vêtements trop grands et albums photos de famille. Ça vous a libéré. Est-ce que vos enfants aussi ont été libérés pour vous? Oui, je dirais que ça a été un moment très fort pour toute la famille et très émotif aussi parce que j'avais jamais dit aux enfants, les enfants ne le savaient pas que j'avais été abusée par un homme qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils ne l'avaient jamais rencontré. Et là, il était venu un moment dans ma vie où il fallait que le secret sorte. Et quand on a fait ça le vendredi saint, là, je commençais à envisager d'aller en poursuite judiciaire. Ça commençait à cogiter dans ma tête. Et je me disais, je ne peux pas le faire sans que mes enfants soient au courant. Là, je ne veux pas faire ça dans leur dos. Donc, on a vraiment mis chaque souffrance, la ceinture, un oreiller, parce qu'il avait essayé de m'étrangler avec un oreiller. Exactement. Donc, on a mis ça et après ça, on a fait une cérémonie où on a brûlé les objets ensemble. Et je me suis rendu compte que les enfants, c'était des êtres vraiment très intelligents parce que sans que verbalement je leur ai dit, ils le savaient. Ils le savaient. Ils n'ont pas été... Ils savaient qu'il s'était passé quelque chose. Oui, ils savaient qu'il s'était passé quelque chose. Donc, on peut dire que la nuit de Pâques n'était pas seulement la résurrection de Jésus, mais c'était la vôtre également à ce moment-là. Oui, cette fois-là, oui. Cette fois-là, oui, parce que j'ai hurlé énormément en brûlant les objets, là. Et j'ai vu l'ampleur de ma souffrance, je pense, à ce moment-là. Et j'avais pas de démarche de fait. Je commençais à envisager qu'il fallait probablement que... J'aurais pas pu dire cette journée-là que j'allais aller dénoncer aux criminels. Je savais qu'il fallait que je fasse une action, mais je ne savais pas encore laquelle. OK, c'est que vous saviez pas quelle action vous auriez à poser à ce moment-là. Mais vous saviez que vous deviez faire une action. Oui, parce que je pouvais plus vivre dans ce silence-là. Comment vous est venue l'idée de dénoncer? Est-ce que c'est immédiatement là, après Pas loin après. Ce qui est arrivé, honnêtement, c'est mon thérapeute qui me dit écris ce qui s'est passé parce que en cours de route, à force de voir des thérapeutes, on a découvert que je souffrais du syndrome du choc post-traumatique. Ça, c'est les images qui arrivent un peu n'importe quand. Tu vois une odeur, tu vis une agression, tu es dans... Et là, il m'avait dit « ordonne ». Et c'est de là qu'est venue la première partie du livre. Okay. Je me suis mis à écrire l'histoire. Et quand j'ai eu fini d'écrire ça et que j'ai vu l'ampleur, c'est là que j'ai décidé que j'irais dénoncer. Là, vous délaissez le Dieu de punition pour aller vers le Dieu de l'amour. La transition s'est bien faite? Pas finalisée. Honnêtement, c'est pas finalisé, mais oui, c'est parce que on a été souvent, en tout cas, dans une certaine génération élevée où il fallait craindre Dieu tout le temps. Et cette crainte-là de Dieu m'a maintenue dans le silence énormément parce que on en parlait comme un être supérieur qui avait droit de vie et de mort sur nous et qui allait décider qui allait rentrer dans son paradis, qui allait aller dans l'enfer. C'est comme ça qu'on nous le décrivait à l'époque. C'est vrai. Jusqu'à temps que je comprenne que c'est sûr que j'ai un ami qui est prêtre, vers lequel je suis très, très proche, que je finisse par comprendre que c'était pas ça pantoute, là. On avait enseigné des mauvaises choses aux enfants. C'est pas un Dieu punisseur, là. Et que je comprenne aussi que c'était pas important qu'il existe.
La dénonciation, parce que les gens peuvent peut-être penser, ah, mais ça fait bien longtemps, mais non, non, là, la dénonciation a eu lieu le 8 de juin 2004. Ça fait quand même juste 4 ans et demi, là, environ, Oui. là, de ça. De raconter l'histoire du début à la fin fut très pénible et vous avez encore honte de ça. Est-ce Oui. que je me trompe? Non, j'ai encore de la difficulté. Vous avez encore de la difficulté. Comme la première émission, quand on en a parlé, c'est j'ai encore de la difficulté avec l'histoire, effectivement. Vous avez été hésitante, même vous avez été jusqu'à douter de l'enquêteur et de l'intervenante qui, soit dit en passant, ces deux personnes-là étaient avec vous à 150 à Oui. peu près, puis étaient là pour vous aider, mais vous avez été assez hésitante qu'à un certain moment donné, vous avez douté de ces deux personnes-là. Oui, exactement. Mais en fait, c'est la trahison. J'étais dans mes fausses peurs. Moi, j'avais connu que la trahison toute ma vie. Tu sais, être trahi, être abandonné régulièrement, on va te donner ça, ou les fausses promesses, je te le ferai plus jamais, puis on recommence toujours. Fait que moi, quand je suis arrivée en face de l'intervenante du CAVAC, je me disais, cette femme-là, elle est payée pour me croire. Mais elle me croit pas. Tu sais, Ok. j'arrivais pas à faire confiance entièrement à la personne qui était là. Je doutais continuellement. Et les informations, c'est ça que j'ai expliqué après, j'ai un paquet d'informations qu'elle me donnait, je les entendais pas. J'étais pas capable de les entendre parce que moi, j'étais déjà dans mon réflexe de survie. C'est ça. Et la même chose s'est produite avec l'enquêteur. Quand il m'appelait pas pour me dire la journée où ce qui était supposé être arrêté puis qu'il l'a pas été, moi, tout de suite, j'ai paniqué. J'ai dit, ah non, c'est parce qu'ils ont décidé d'arrêter la cause puis ils savent pas comment me le dire. J'étais convaincue Fait que comme c'était abandonnée. toujours le doute parce que votre père vous a tellement dit deux fois, ah, c'est la dernière fois, mais c'était jamais. C'était jamais la dernière fois. La dernière fois. Comment avez-vous réagi lorsque votre mère, votre sœur et votre frère ont tous dit n'avoir rien vu ni entendu, puis regarde, on ne témoignera pas pour toi, on va témoigner contre toi. Ça a dû être un choc terrible. En fait, c'est pas eux qui me l'ont dit. C'est pas eux C'est la couronne OK. qui me l'a dit. Et oui, ça a été un choc terrible, mais en même temps, c'était pas surprenant. Parce que ça reflétait exactement le pattern familial qu'on avait toujours eu. Où je ne te croirais pas, je ne prendrai pas sur ton côté. Les autres, il y avait toute une image à préserver là, à travers ça. Mais le choc a été aussi, parce que l'agresseur me disait toujours, si tu parles, tu vas être interné. Personne ne va te croire. T'es folle. De toute façon, ton avenir, c'est l'internement. Et ta mère vous le disait aussi, Enrique. Votre mère vous le disait aussi. Oui, enfin oui, à un moment donné. À un moment donné, là, oui, elle voulait dire que vous seriez interné Interné. si... parce que j'étais trop émotive. Trop Il est arrivé une émotive, situation exactement. particulière avec un chien, puis elle me l'avait dit. Je pense pas qu'elle était consciente que l'agresseur utilisait cette menace-là, mais moi, ça plantait un clou dans mon cœur, par exemple. C'est sûr. Et évidemment, quand elle a décidé, ce qui a été le plus gros choc, c'est quand la couronne me dit, écoute, ta mère demande un test psychiatrique parce qu'elle allègue que t'es folle. Alors, ben là, ça a été... Non, c'est... ça Franchement. a été très douloureux à entendre. Le procès a duré 2 ans, parce que là, on va aller avec le Oui. procès. Le procès a duré 2 ans, soit du mois d'août 2004 au mois de mai 2006. Attente interminable. C'est vraiment là, la chose la plus difficile que j'ai eu à traverser, c'est l'attente. La douleur de l'attente. Parce qu'on perd, quand on dépose au criminel, on devient un simple témoin. On perd le contrôle de sa propre vie, de sa propre histoire, et on n'a aucun droit par rapport à l'agresseur qui, lui, a tous les droits. Donc, l'attente est interminable. Vous avez dit que la sentence n'avait aucune importance pour vous, mais le jugement en avait une. Oui. Expliquez-nous. C'est que c'est sûr que j'ai eu à travailler ça beaucoup en cours de route, là, mais je vais répondre à votre question. C'est sûr que le jugement avait de l'importance à un moment donné parce que toute ma vie, on m'avait dit que j'étais menteuse. Et moi, je savais que je disais la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité, je le jure. Là, ça, Oui, exactement. et je n'arrêtais pas de me le répéter à chaque fois qu'on me posait la question. Je n'ai plus rien à prouver, je n'ai qu'à dire la vérité. Et le jugement devenait important parce que, en même temps, ça venait comme dire oui, on te croit. Oui, c'est arrivé. Et oui, tout ce que tu as dit et écrit, c'est un sceau. C'est comme si on me donnait un sceau, un certificat de preuve. J'avais besoin de ce sceau-là d'approbation parce que je me disais, si jamais il est reconnu non coupable, quel harcèlement je vais vivre de ma famille, là. Alors, une autre attente qui a été excessivement longue, c'est l'arrestation. Oui, l'arrestation, ça, j'ai trouvé ça très, très ardu.
Premièrement, parce que moi, j'avais peur. J'avais excessivement peur pour la sécurité de mes enfants, pour ma propre sécurité, parce qu'il m'avait toujours dit que si je parlerais, il me tuerait. Donc, j'avais énormément peur. Parce qu'il était en liberté, de lui, oui, il à est ce en moment-là. liberté. Lui, il est reconnu innocent jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, lui. Donc, il jouit pleinement de sa liberté. Donc, c'est sûr que l'arrestation, quand elle a été reportée, je me suis effondrée comme un château de cartes. Là, il fallait attendre encore. Est-ce qu'au cours de cette attente-là, attente de procès, attente après l'arrestation de votre père, est-ce qu'il vous a passé à l'idée de me faire, là, moi je ne suis plus capable, là, j'arrête tout ça, je ne veux plus continuer? Non. Jamais. Non, ça ne m'est pas effleuré l'esprit, vraiment, parce que j'avais besoin d'aller au bout de cette histoire-là. Il a fallu, effectivement, par exemple, que je fasse des deuils tranquillement, pas vite. On le voit au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, parce qu'il a fallu que je renonce qu'il soit un jour reconnu coupable, que je renonce qu'il soit en prison, parce que j'ai pas de contrôle ni de pouvoir sur le jugement. On parle de doute raisonnable. C'est facile de semer un doute raisonnable. Oui, c'est très, très facile. En attente du procès, lorsque vous rencontriez des jeunes enfants, vos pensées étaient, moi, à presque 3 ans déjà abusé par mon père, à 3 ans, vous aviez mal partout dans votre corps, à 4 ans, incapable de vous asseoir convenablement à table, on l'expliquait pourquoi tantôt, et à 5 ans, vous marchiez les jambes légèrement écartées pour alléger vos souffrances à 5 ans. Oui, exactement. C'est sûr que quand, après avoir dénoncé, je ne voyais plus les enfants de la même façon. Quand j'allais magasiner, je voyais un enfant, je disais « Ah, moi, j'avais vécu ça à cet âge-là. » J'en voyais un autre à 7 ans. « Ah, moi, j'ai failli me faire manger par un ours. À moi, tu sais... À chaque fois que vous rencontriez des enfants, il y avait après tel âge, moi, vous c'était toujours « moi, c'était ça, moi, c'était ça. » Et il doit me dire aussi que peut-être c'était ça pour cet enfant-là aussi, là. À quelque part, je ne m'extrayais pas. C'était pas moi, en tant que personne, c'était les enfants aussi. Exactement. Et quand je voyais personne âgée, c'était « Ah, mon Dieu, il est vieux, tu sais, il va s'en aller en prison. » J'ai pensé, moi aussi, que c'était une personne âgée, là. Exactement, c'est ça qu'il y a. Le fait que votre père plaide non coupable, c'est un choc à ce moment-là aussi? Bien, c'était pas surprenant. Moi, j'avais visé les enquêteurs parce que l'enquêteur était convaincu à une certaine période qu'il réussirait à le faire avouer. Puis j'avoue que j'ai un enquêteur qui avait beaucoup d'expérience et qu'effectivement, il aurait pu y arriver, mais je connaissais mon agresseur. Je m'attendais à ce qu'il plaide non coupable. Mais j'ai trouvé honnêtement ça difficile de le voir perdre sa dignité en procès. Je ne souhaitais pas de malheur à personne. Moi, je voulais juste que les vraies affaires sortent. Vous ne vouliez pas le punir. Vous vouliez simplement que vous vouliez vous exprimer pour que les gens comprennent ce que vous avez vécu. C'est ça. Ce n'était pas « je veux que mon père soit condamné, je veux qu'il aille en prison, je veux être entendu et je veux être cru ». C'est ce que je voulais. Moi, je voulais être entendu, je voulais être cru. Et j'ai jamais souhaité de malheur à personne, aucun membre de ma famille. Moi, tout ce que je voulais, c'est avoir la chance, dans un cadre sécuritaire, de dire « je me rappelle de tout, je m'en souviens ». Mais très vitement, vous avez eu une rencontre qui vous a marqué aussi avec un homme qui avait loué une chambre voisine de la vôtre à Rouyn-Noranda. C'était un ex-bandit, un ex-détenu. Ça vous a frappé, ça? Ça, c'était à Trois-Rivières. Ah, à Trois-Rivières, excusez-moi. OK, à Trois-Rivières. Exactement. Ça m'a frappé énormément parce que cet homme-là avait été chef de bande d'un réseau de drogue. Mais lui était vraiment au top de l'échelle. C'était le grand leader. Le grand leader. Okay. Et avec plusieurs années, ils ont retracé puis il s'est ramassé en prison. Et là, en prison, il a réalisé, quand il est sorti de prison, il a décidé qu'il viendrait en aide aux jeunes. Et lui, il focusait sur moi. Il voulait m'aider parce que j'avais pas de linge d'hiver. C'est ça. Puis vous vouliez à peu près rien savoir, dû toujours au fait que s'il me donne quelque chose, vous vais être obligé de le payer. De le payer et de le payer en chair. C'est ça, à ce exactement. Parce que c'est encore ancré dans votre tête. Exactement. Cette chose-là. Mais finalement, c'est un homme extraordinaire. L'histoire est belle. Oui, exactement. Est-ce que c'est prouvé que votre mère a été aussi agressée là, dans sa jeunesse par son grand-père? Qui était votre arrière-grand-père à ce moment-là, qui ne se gênait pas pour vous tripoter la vulve à vous et à Laurette. Est-ce que vous avez fait un certain lien qui se pourrait que votre mère ait aussi été agressée par... Oui, c'est sûr que moi, j'ai fait le lien. J'ai posé la question, mais elle a toujours affirmé le contraire.
Elle a toujours dit que jamais, jamais elle avait été abusée de quelque façon que ce soit. Vous avez fait un rituel dans un cimetière à un Oui. certain moment donné. Vous avez lancé 4 ballons, dont un qui représentait votre mère. Vous avez écrit le mot paix dessus. L'autre qui appartenait pour Laurette le mot liberté. Pour Antonin le mot amour. Et pour votre père, responsabilité. Oui. Ça, C'était quoi? en fait, c'est une cérémonie avant le procès, finalement, où je voulais. Ce que je voulais, c'était il y a des choses que je pouvais pas dire à ma famille. En fait, je pouvais pas vraiment parler avec eux sans avoir un problème d'outrage au tribunal ou de chercher à influencer un témoignage. Donc moi, je leur ai toujours souhaité du bonheur à ces gens-là. Donc, c'est avec ces ballons-là que je l'ai fait. C'est sûr que pour eux, le procès, c'était de la vengeance, mais c'est faux. Ça n'a jamais été de la vengeance. Il y a un autre passage qui a été très dur pour vous à l'âge de 13 ans. Votre mère vous amène voir un faux psychiatre à l'allure du Christ dans une chambre d'hôtel de Rouen. Oui, oui, exactement. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il a essayé de m'abuser à l'intérieur de ça, mais il n'a pas réussi. Non, parce que vous êtes sauvée à ce J'ai moment-là. réussi à me sauver assez rapidement. J'ai jamais compris. Je sais bien qu'à quelque part, elle était probablement démunie face à la situation. Je pense pas qu'elle a fait ça de façon méchante et consciente. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La sentence est tombée. 7 ans de prison Oui. ferme. Votre père est encore en prison au moment où l'on se parle. Oui. Est-ce que pour vous, c'était une délivrance? Est-ce que pour vous, c'était assez 7 ans de prison? Ben moi, j'avais aucune attente. Fait que même 7 ans, j'ai resté surprise. Vous vouliez juste vous faire entendre. Exact, C'était exact. ça. Je m'attendais même pas qu'il fasse de prison, cet homme-là. Tu sais, je me disais, bon, ils vont faire comme la plupart des gens, 2 ans moins un jour, donc ces gens-là ne font pas de prison. C'est ça, exactement. Ils sont en communauté. J'avais aucune attente. 7 ans, c'est sûr que j'ai réalisé quand il est parti pour la prison, puis que je l'ai vu embarquer dans le C'est véhicule, là que que là, vous ma avez- sécurité était assurée pour au moins quelques années. En terminant, Mme Ayotte, qu'est-ce que vous auriez à dire à des enfants qui sont abusés actuellement ou qui l'ont été, puis qui gardent ça pour eux autres? Je leur conseillerais de parler. Parce que moi, j'ai réalisé que la prison et la souffrance étaient le silence. C'est pas facile quand même. Madame Ayotte, merci infiniment. Ce fut 2 très belles émissions. Puis, c'était difficile à faire un peu, mais on était sereins, un et l'autre. Et puis, je vous remercie. Et je vous souhaite de vivre le restant de vos jours en paix, puis dans l'amour, dans la compréhension avec vos enfants, puis avec votre mari. Madame, vous le méritez énormément, puis je vous souhaite de très joyeuses fêtes aussi et une bonne et heureuse année. à Merci. vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, aussi, n'oubliez pas que le livre ici, La proie de Martine Ayotte, il est en librairie un peu partout. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on vous souhaite de très joyeuses fêtes. Soyez excessivement prudents et on se revoit en janvier 2009. Au revoir et merci.